Votre bulletin Info Témis commence ici et maintenant. Plus d'une dizaine de personnes étaient de passage au Témiscamingue à la fin février dans le cadre d'un séjour exploratoire. Ce type d'activité permet aux participants de découvrir la région, en plus de rencontrer d'éventuels employeurs. L'idée du séjour, c'est de leur faire découvrir le Témiscamingue, mais aussi d'essayer qu'ils se trouvent un emploi. Fait que ça a commencé, dans le fond, avec des rencontres avec des employeurs hier. Ils ont tous passé 2 entrevues avec des employeurs du Témiscamingue qui sont en lien avec leur champ de compétences. Et puis après, le reste de la semaine, on leur fait découvrir un peu des aspects touristiques et culturels du Témis. Donc là, cet après-midi, on visite tout ce qui est galerie Théâtre du Rift. On va aller au Simonac après aussi, puisqu'on va rencontrer Simon qui va partager un peu son expérience de Montréalais qui a déménagé aussi au Témiscamingue et puis qui a parti son entreprise. Ce soir, on va avoir un souper festif ensemble au chalet. Et puis, dans le fond, demain, on va aller bruncher aussi tous ensemble et on va finir ça avec une balade en raquette à Récréo des 15. Je suis diplômé en photographie et cinéma. Et puis, j'ai lancé un peu ma carrière, on va dire, en France, à Lyon, à Paris. Et maintenant, en fait, j'aimerais la continuer au Québec ici. Je ne connaissais pas trop le principe des séjours exploratoires. J'ai appris que ça pouvait se faire dans plusieurs régions au Québec. C'est vraiment une très belle démarche. Pour moi, en tant que Français, j'imaginais pas quelque chose de possible à ce point-là, qu'on nous sorte vraiment un tapis rouge. On nous invite ici, donc le trajet aller-retour, il est pris en charge avec l'avion. Là, on se retrouve en chalet, en gang. On a une super atmosphère en fait, de groupe. Comme c'est là, on est quasiment à une dizaine de personnes, mais en fait, il y a, dans le séjour exploratoire en tant que tel, il y a 4 personnes qui sont arrivées de Montréal. Puis les autres personnes, en fait, ce sont des gens qui sont très récemment arrivés au Témiscamingue. Donc, ça arrive souvent dans un séjour exploratoire qu'on greffe des gens qui viennent tout juste d'arriver au Témiscamingue pour qu'ils profitent un peu aussi des activités puis qui commencent à réseauter pendant le séjour exploratoire. Dans le fond, là, les 4 sont arrivés de Montréal, mais ont des origines aussi variées qu'on a une personne qui vient de la France, on a une personne qui vient originellement de la Guinée, puis c'est ça, puis on a une personne qui vient de Drummondville. Puis dans les gens récemment arrivés, on a aussi une famille qui vient d'Afrique du Sud, mais qui originalement du Congo, en fait. Donc, on a une cohorte très variée aujourd'hui. Si je te dis le froid, ça va être pas très original, mais non, ce qui me plaît, en fait, surtout, c'est la chaleur humaine des Québécois, des gens qui sont ici, notamment en région. Tu sais, on est plus une communauté quand on sort des grandes villes comme Montréal. Et c'est ça qui est assez touchant, de voir qu'il y a un contact régulier entre toutes les personnes, quoi. C'est tout en lien avec notre stratégie d'attraction et puis d'accueil et de rétention au Témiscamingue, parce que c'est pas tout juste d'attirer les gens, on les attire, mais il faut qu'on les accueillir, c'est super bien aussi, leur montrer comment les Témiscamingiens sont accueillants et chaleureux. Puis c'est la meilleure manière de réseauter et puis de s'intégrer rapidement à la communauté. C'est ça, c'est ce genre d'activité, les gens se rencontrent, les gens partagent leurs expériences aussi, puisqu'on a aussi des gens qui nous accompagnent, qui sont des anciens nouveaux Témiscamingiens, en fait, on peut dire ainsi, puis qui partagent un peu leur histoire. Il y en a certains qui sont là grâce à des séjours exploratoires faits il y a plusieurs années, qui démontrent aussi toute la pertinence de ces séjours-là, puis l'importance que ça a pour découvrir le territoire et s'y intégrer rapidement. Moi, personnellement, ce qui va me motiver à venir ici, ça va être un peu le challenge professionnel, déjà, c'est sûr. Mais c'est pas tout. C'est vraiment l'ambiance et la vie que je vais pouvoir mener en région. J'ai quand même l'habitude de vivre en ville. Présentement, je suis à Montréal depuis plusieurs mois et que c'est quand même agréable, mais c'est pas ce que je veux sur le long terme. Je suis rendu à un âge, 30 ans, où je commence à avoir des projets plus longs et je sais que si je veux développer quelque chose personnellement, j'ai besoin de plus d'espace, de plus de confort et de vie à tous les jours. Pas être pogné dans le trafic ou autre. Je veux ça, en fait. Je veux ce type de vie agréable et vraiment belle à tous les jours. Le 29 février dernier avait lieu une activité de réalité virtuelle à la Bouquine de Ville-Marie. Les participants étaient littéralement plongés dans un univers où leur réalité en devenait une virtuelle. C'est une des nombreuses activités qu'on retrouve dans notre horaire et programmation de la semaine de relâche. Donc, dans le fond, on a invité les gens à venir essayer la nouvelle technologie qui est l'Oculus Quest au niveau de la réalité virtuelle. Donc, c'est ce que les jeunes font aujourd'hui. On va avoir quelques adultes aussi, là, en plus en fin d'après-midi. Mais c'était vraiment dans un but de s'amuser puis d'essayer ça. C'est pour ceux qui ne l'auraient pas essayé là, dans différentes formes. T'es vraiment dans ta bulle. Comme
Tu te rends pas compte du monde extérieur, tu es concentré sur ton jeu, puis c'est un peu étourdissant, puis ça fait ressentir des émotions différentes. On a choisi un jeu qui est facile pour comprendre, puis qui ne s'apprend pas les boutons de la manette en tant que tel. Fait que tu tiens les manettes, tu as les deux sabres au bout des doigts, on va dire ça comme ça, mais tu n'as pas de plus que ça. Fait que dans le fond, tu as juste à bouger, puis... donc, c'est facile là, pour une première essai là, de ce jeu-là pour expérimenter, disons. Ben que tu étais seul dans ton coin, tu avais tes manettes, il fallait que tu casses les choses, il fallait que tu joues. Ben, il fallait que tu bouges pour pouvoir jouer. Je dois dire que c'est à cause de mon chum qui travaille à la commission scolaire et qui sont en train de regarder des programmes, oui, pour faire bouger les jeunes, aussi les programmes éducatifs qu'on peut utiliser avec cette nouvelle technologie-là. Donc, il nous faisait faire des tests à la maison. Je disais, hey, moi, ça serait le fun que les gens ils viennent essayer ça à la bibliothèque. C'est là que est partie l'idée. J'ai appelé son boss puis il me dit oui. Ben, c'est le fun parce que tu vois un gros écran, puis ben, tu as des manettes, puis tu peux contrôler, tu joues. Je voyais, j'étais comme sur une plateforme, dans le vide. Il y avait tout autour, c'était le vide. Puis j'avais les cubes, il fallait que je coupe selon la flèche, puis le sens de la flèche, puis les couleurs. Admettons qu'une personne s'approche de toi, tu sais pas qu'il y a une personne. Elle est comme invisible. J'avais essayé d'autres formes avant, puis, tu sais, bon, oui, il y a les jeux pour bouger, tout ça, mais il y a tout un volet aussi qui peut être exploité avec ce genre de casse-là, c'est justement de l'immersion dans des lieux historiques, tu sais, il y a plein de possibilités. Fait que moi, je suis allée me promener au Machu Picchu, tu sais, c'est comme, j'avais pas les moyens de me payer des billets d'avion pour aller dans le sud, ben moi, je suis allée le visiter en VR. Puis vraiment, tu as l'impression que la profondeur, évidemment, c'est pas comme si c'était là vraiment, mais ton cerveau, là, il croit parce que j'arrivais au bord du précipice, et puis je me dis, ah, mon Dieu! Là, j'étais là, OK, il faut genre. Non, tu le sais, ton cerveau, il sait que c'est pas vrai, là. Mais c'est réel. Tu le sens vraiment, le fait de profondeur, tu dis, mon Dieu, je vais tomber. C'est vraiment particulier. Fait que ça permet plein de belles possibilités comme ça. Oui, vraiment. C'est vraiment une belle expérience. Dans le cadre des Jeudis de l'Histoire, organisés par la Société d'Histoire du Témiscamingue, le conférencier Jean-Yves Parent est venu prononcer une allocution ayant comme titre « La présence des Euro-Canadiens au Témiscamingue ». N'importe quel sujet que j'ai choisi, le dernier ou celui-là, c'est que l'idée derrière tout ça, c'était de montrer aux nouveaux arrivants au Témiscamingue l'histoire de la région où ils viennent s'installer. Mais le but premier, c'était de conter l'histoire du Témiscamingue aux nouveaux arrivants, puis de faire le lien avec les anciens qui sont ici. Bien, c'est des questions que j'ai eues de gens qui disaient, bien là, pourquoi qu'on appelle ça tel village, pourquoi qu'il porte ce nom-là? Qu'est-ce qui est arrivé là? Tu sais, la dernière fois, on a parlé des différentes tragédies qu'il y a eu au Témiscamingue, comme les jeunes de Toronto qui se sont noyés. Fait que, tu sais, j'expliquais d'où ça venait, les autres tragédies qu'il y a eu, le feu de 1922 avec le feu Deliberate qui est venu à Nédelec, tout ça. Fait que c'est pour montrer aux gens qui arrivent au Témiscamingue, puis aux anciens, c'est quoi l'histoire de notre région. Ça prend beaucoup de lecture, mais il faut dire aussi que j'ai un passé, dans le sens que c'est pas la première fois que je fais des recherches sur des sujets comme ça, parce que j'ai, à un moment donné, à Radio-Canada à Rouen, j'ai fait 26 chroniques sur l'histoire du Témiscamingue pendant 26 semaines, donc un matin par semaine, je faisais 20 chroniques à Radio-Canada. Puis après ça, j'en ai fait à CKVM, Fait que ça, j'ai déjà tout ça dans mes archives à moi, plus mes lectures que j'ai dans différents livres, surtout les livres de sociétés, les livres des municipalités, les livres souvenirs. Fait que je fouille dans ça, puis je pars avec un sujet. Ben, moi, j'aime l'histoire, pas rien que l'histoire du Témis. Là. Quand j'allais au collège, quand j'étais jeune, c'est l'histoire de la France, l'histoire de l'Antiquité. J'ai toujours aimé l'histoire. Après ça, j'ai aimé l'histoire du Canada, l'histoire de la Nouvelle-France. Puis là, au Témis, je trouvais qu'on n'en parlait pas assez quand je suis arrivé ici au début dans 2000. Alors, j'ai commencé à en parler. J'allais dans différents endroits, comme à Youville, la maison de Lucien Godette. J'ai été dans les écoles. Je parle d'histoire. Fait que, peu à peu, j'essaie d'étendre les connaissances. Je parle des Irlandais.
quand c'est le 17 mars, là, souvent, je me déguise, puis je vais parler des Irlandais. Ça fait que c'est ça, pour que les gens apprennent à connaître l'histoire. Puis j'ai écrit comme sur la toponymie, donc toute l'histoire de chaque, pourquoi la signification de chaque nom. Puis là, je suis en train de travailler sur l'électricité, l'électrification rurale, donc dans les années 45-50. Donc, qu'est-ce qui a amené l'électrification, puis comment on a fait ça, comment ça a pris de poteaux, puis comment... Tu sais, puis dans ce temps-là, on creusait des trous à pelle. Fait que, montrer aux gens que l'électricité, c'est pas de même, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est facile, mais tu peux pas voir comment c'était dans le temps. Fait que c'est ça que je veux montrer aux gens. Les gens qui viennent à ces rencontres-là, c'est des gens qui veulent apprendre. Souvent, ils m'en apprennent parce qu'ils vont me raconter des choses. Ils vont me dire, ben oui, mais j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Fait que ça s'ajoute à mes connaissances. Puis une prochaine fois, je vais pouvoir l'ajouter dans mes affaires. Moi, c'est plus l'histoire des municipalités, comment ça s'est bâti, comment ça s'est développé. Mais j'ai pas vraiment... Le frère Moffett, je le connais pas plus que ça. Le père Pian non plus. Tu sais, j'ai pas vraiment de connaissances approfondies sur un personnage. Un que j'aimerais peut-être écrire un jour, si je vis jusque-là, c'est le curé Moreau. Parce que je connais peu de choses de lui. Mais, puis là, en faisant mes recherches sur l'électricité, c'est lui qui a parti ça. Ce qui fait que là, ça me donne l'idée de fouiller pour son histoire à lui, parce que c'est un personnage assez spécial. C'est valorisant. Ça me permet d'apprendre des choses. Puis des fois, je m'aperçois que j'ai dit des choses, puis en faisant d'autres recherches, je m'aperçois que les choses que j'ai dites ne sont pas nécessairement vraies à 100 %, parce que tu ne peux pas arriver et dire l'histoire à partir d'un seul livre. Il faut que tu lises plusieurs livres qui traitent du même sujet, parce que les historiens vont souvent mettre la sauce à leur idée, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement la vraie vérité. Donc, quand tu en as deux, trois, là, tu peux essayer de trouver ce qui est vraiment vrai dans ça. Pour souligner son 40e anniversaire, le Rodéo du Camion organise un spectacle à grand déploiement dont la tête d'affiche est l'artiste international Billy Ray Cyrus. Nous en avons discuté avec le directeur général de l'événement, Julien Allaire-Lefebvre. On a tout entendu parler, là, il y a deux projets, dans le fond, les projets 40 ans que nous, on surnomme, là, c'est vraiment le show du 25 juillet. Puis il y a l'édition aussi qu'on travaille pour essayer d'emmener quand même des nouveautés, pas, là, après 40 ans, puis le tirage, tout ça. Fait que c'est vraiment, ça va bien. C'est beaucoup demandant, là, côté travail, la logistique. Normalement, on travaillait sur un événement, là, on travaille sur 2 événements. Fait que c'est la logistique, la scène pour le show de musique où on parle de la glace, c'est des choses drôles à dire, mais on est en train vraiment de préparer, d'avoir tout en main pour pouvoir exécuter là, les 2 fins de semaine. C'est Billy Ray Cyrus qui est quand même là-dedans. En dernière année, là, c'est vraiment, il est partout. Je pense qu'il a fait une chanson avec un rappeur là, aux États-Unis, puis c'est vraiment devenu un hit planétaire, là, vraiment, là, ça roule partout. Pourquoi Billy Ray Cyrus? Pourquoi un show plus country? On a vraiment été chercher les origines du Rodéo du Camion, v'là 40 ans, v'là... On pourrait dire plus, v'là 35, 30 ans, même 20, 25. Là, c'est vraiment la base du Rodéo du Camion. Là. Il y avait beaucoup de spectacles country. Puis c'est vraiment un spectacle à grand déploiement. Là, pour vous dire, on n'a même pas peur de le dire, là, c'est un show à 500 000 qu'on peut dire là, pour une soirée. C'est vraiment pour remercier le monde du Témiscamingue, remercier les participants qui, depuis tellement d'années, encouragent le Rodéo du Camion. C'est vraiment ce côté-là. Puis c'était aussi d'offrir la chance de voir, à Notre-Dame-du-Nord, on peut avoir un spectacle aussi majeur que Montréal, ou là, vraiment, on pourrait toutes les nommer, là, Toronto, Ottawa. On pense même là, à Squon-Lumière, qui quand même amène beaucoup des gros artistes, mais n'investissent jamais 500 000 en une soirée. Là. Nous, on pousse vraiment l'audace d'aller all-in ce soir-là. Puis je pense que Billy Ray Cyrus a été très, très généreux de son temps aussi, parce qu'on a discuté beaucoup. D'en venir à une entente depuis, moi, là, je vais vous dire, depuis le mois de juin qu'on parlait avec. Fait que c'est vraiment de rendre les points. Puis c'est vraiment des artistes de renommée internationale comme ça versus des artistes québécois qu'on apporte d'habitude au rodéo. Il y a vraiment une grosse différence, vraiment, la différence, la logistique du transport, la logistique de tout, parce que l'autre va arriver en avion. Fait que c'est vraiment une grosse logistique différente. Là. Moi, j'ai un agent, dans le fond, qui gère tout ce qui est spectacle au Rodéo du Camion, parce que ça serait trop gros de se mettre à le gérer. Fait que lui, vraiment, là, c'est lui qui les accueille sur le site. Moi, je les rencontre un peu là,
avant leur performance. Mais lui, vraiment, cette personne-là, ben là, pour le show du 25 juillet, ils vont être 6 personnes de cette agence-là sur le site du Rodéo du Camion pour accueillir les 4 artistes. Mais aussi, vraiment, là, ils prennent en compte. OK, il manque des bouteilles d'eau, c'est eux autres qui vont aller chercher et tout ça. Fait que c'est vraiment eux autres qui gèrent tout ce côté-là. Quand la nouvelle a sorti, on s'est fait un peu... des nouvelles comme ça va vite. Puis on avait, je vais vous l'avouer, là, j'avais moins mesuré l'ampleur que ça allait prendre là, de voir ça. Puis ça a parti vraiment rapidement. Là. Les fameux médias sociaux maintenant là, sont tellement rendus énormes. Ça a commencé à l'entour du 3 décembre. Puis à partir là, les billets officiellement ont été mis en vente le 5 décembre. Puis après ça, là, c'est vraiment... depuis ce temps-là, ça a été en pré-vente jusqu'au 31 janvier dernier. C'est plus de 1000 billets qui ont été vendus pour la pré-vente. Fait qu'on est quand même très, très heureux. On voulait vraiment créer un show qui était abordable. En étant une pré-vente, les billets, là, ils se détaillaient là, à 62$ pour un régulier, VIP 120. Et maintenant, c'est 92 et 150 pour, dans le fond, VIP et régulier 92. Encore très raisonnable, là, je pense, pour les artistes qu'on a sur place. Show country, là, j'ai validé vraiment, j'ai fait le tour un peu de tous les shows country qu'on avait partout au Canada, mais aux États-Unis. On est vraiment en bas de tout ce que ça peut coûter. Là, fait que c'est vraiment... Ça a bien été la pré-vente, on continue. On en vend encore maintenant, là, c'est sûr, rendu au taux plus cher, mais ça continue à vendre. Fait que je pense qu'on est toujours ici en possession au bureau aussi. Fait que c'est vraiment... c'est vraiment l'happening, je pense, de l'été. Ça va être un gros happening, ça aussi. Non, on va y aller jusqu'à l'événement parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont l'acheter la fin de semaine même. C'est souvent comme ça. Comment je pourrais dire? On voulait vraiment créer comme un mode, vraiment d'acheter vos billets pour vous procurer, d'avoir votre place. C'est un peu comme la zone VIP, il y a 500 places. Fait que si tu n'as pas tes billets dans la zone VIP, tu tombes vraiment comme en arrière, dans le fond, des VIP. Tous les VIP, c'est eux autres qui vont être les premiers sur le bord du stage. Fait que ça, c'est une belle expérience pour eux. Les réguliers tombent en arrière de tout ça. Puis aussi, là, il y a des remorques VIP que mes commanditaires ont acheté, quelques commanditaires qui ont acheté des remorques. Mais c'est vraiment, on voulait vraiment créer comme un genre, sans nommer tout des festivals, mais c'est vraiment créer de quoi que le monde va se rappeler toute leur vie. Puis je pense que c'est en bonne route. Au début, on voulait le faire pendant la fin de semaine du rodéo, mais la fin de semaine du rodéo, puis ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas de monde. Là, je pense que la fin de semaine du rodéo est tellement occupée pour tout le monde. Nous, côté gestion, on n'était pas capable d'offrir le service qu'on est capable de faire. Là. On n'avait pas de terrain disponible non plus pour faire l'événement. C'est un terrain qui peut accueillir 10 000 personnes. Probablement, nous, notre objectif, c'est pas le 10 000, c'est un 4 000 personnes. Mais c'est un terrain qui peut accueillir 10 000 personnes. Là. C'est vraiment sur le terrain de l'école Rivière-des-Quintes. Les deux scènes, parce qu'il va y avoir deux scènes, les deux scènes sont placées sur l'asphalte, là, pour ceux qui connaissent un peu le site, en avant de la cafétéria. Fait que c'est vraiment ça. Le site, si on aurait fait ça, il aurait fallu amputer le rodéo, ça veut dire qu'on aurait éliminé de la place pour les camions. Fait que on voulait pas non plus défaire notre rodéo du camion pour un show. Puis on est comme parti dans l'idée aussi, il y avait la non-disponibilité d'artistes là, dans la fin de semaine du rodéo du camion aussi. Fait qu'à un moment donné, il faut essayer de fitter un peu l'horaire à tout le monde. Mais aussi, c'est une grosse question logistique, l'emplacement, l'utilisation de nos clôtures. Là, on peut utiliser tout notre matériel sans qu'on monte encore plus cher un spectacle qui va nous coûter, au lieu d'être 500 000, pourrait nous coûter 600 000. C'est vraiment qu'on voulait essayer de diminuer un peu les coûts de ce côté-là. Fait que c'est vraiment, je pense que ça a bien réussi aussi. Ben, j'invite tout le monde à vous procurer vos billets. Si c'est pas là tout de suite, vous pouvez attendre, il n'y a pas de problème. On les a tout le temps en possession au bureau du rodéo du camion. La plateforme web aussi marche très très bien. Je vous invite en grand nombre parce qu'honnêtement, c'est un show que on n'a pas la chance de voir souvent. Puis comme je vous disais, là, c'est un show à 500 000. Là, c'est one shot deal. On fera pas ça toutes les années. C'est vraiment pour fêter nos 40 ans. Fêter 40 ans dans la communauté. Puis le 25 juillet, le camping est ouvert. Fait que si vous voulez venir avec votre roulotte, possibilité d'entrer sur le site du rodéo du camion avec votre roulotte. Fait que vous pouvez dormir là. Vous allez même avoir la possibilité de laisser votre roulotte là toute la semaine pour revenir au rodéo. Fait qu'on a vraiment la possibilité, là, on est vraiment all-in sur ce côté-là. On veut vraiment que le monde vienne s'amuser. Il va y avoir un camion, un stationnement pour les camions visiteurs aussi pour le show du 25 juillet. Fait qu'on veut vraiment comme vous inviter
à venir festoyer avec nous, puis on veut vous offrir quelque chose que vous allez vous rappeler longtemps. Les Enverdeurs avaient convié la population à un après-midi ciné-discussion le 1er mars dernier. Plus d'une trentaine de personnes se sont questionnées sur les actions qu'elles sont prêtes à poser pour réduire leur empreinte écologique, mais aussi sur ce qu'elles attendent de leurs élus. C'était une journée prise de conscience un petit peu, là, faire montrer des petits films, des petites vidéos, des petites conférences aux gens pour qu'ils prennent conscience un petit peu de la situation dans laquelle on est, là, puis des changements qui vont être à prévoir dans les prochaines années. On commence à les voir déjà dans l'actualité, là, qu'il y a de plus en plus de problèmes, on va dire, au niveau de l'environnement. Là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, ça va être vraiment concret au Témiscamingue. Ouais, la première, c'était une vidéo d'une auteure française. C'était en fait la mise en vidéo d'un petit texte qu'elle a écrit en 2008. Donc ça fait 12 ans, donc c'est toujours d'actualité, dommage. La deuxième vidéo, c'est une vidéo d'une demi-heure sur l'explication en fait des dynamiques du système Terre, avec des petits dessins, des petites courbes, pour faire comprendre un petit peu la façon dont l'humain utilise la Terre et combien de temps est-ce que normalement ça peut durer, étant donné que, comme on l'a vu, si tous les Canadiens, si le monde entier consommait comme des Canadiens, il faudrait presque 5 planètes. Donc on sait très bien qu'au bout d'un moment, ça ne sera plus possible. La dernière vidéo, c'était une vidéo sur la décroissance de RAD. C'est une vidéo québécoise. De toute façon, les liens de ces vidéos, ils seront sur notre page Facebook, les Enverdeurs, si les gens veulent les voir. Sinon, c'est des vidéos qui sont trouvables sur YouTube facilement. C'est parce qu'en fait, c'est pas des sujets qu'on entend beaucoup. On est toujours en train de nous parler de croissance économique, de croissance du PIB, du fait de remettre de l'argent dans les poches des Canadiens, des Québécois. Enfin, c'est toujours les mêmes choses qu'on entend, sauf que ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que on va vers des restrictions, on a de moins en moins d'énergie à utiliser, on nous vend la transition écologique comme un moyen de faire en sorte que les choses se passent mieux, mais c'est complètement faux, il n'y en a pas de transition écologique, on accumule juste les sources d'énergie. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des choses qu'il faut que tous ensemble on réfléchisse à comment est-ce qu'on va faire dans l'avenir, parce que de toute façon, on va y être contraint et il vaut mieux l'anticiper que le subir. La décroissance énergétique et matérielle, on va la subir et il vaut mieux y réfléchir avant pour en fait savoir qu'est-ce qu'on veut garder. Il y a des choses qu'on va devoir garder, il y a des choses qu'on va devoir enlever. L'éducation, la santé, c'est des choses qui sont non négociables, ça faudrait qu'on les garde. Il y a d'autres choses qui seront moins peut-être utiles dans notre société, ça il faudrait qu'on réfléchisse à arrêter avant qu'on nous oblige à l'arrêter, en fait, c'est ça. En fait, on est un comité citoyen, on a fait des activités comme les incroyables comestibles, à essayer de mettre des potagers un petit peu partout pour remplacer les plantes ornementales. On a fait des potagers au bord du lac. Après, on a fait aussi des 5 à 7 au marché public pour attirer les gens au marché public, à la consommation locale. On a organisé aussi des journées semis avec les enfants pour les conscientiser à l'autonomie alimentaire, au besoin de se refaire des potagers et se faire pousser sa nourriture. De toute façon, on a notre page Facebook et on a de plus en plus de gens qui sont intéressés. Et puis nous, on cherche à recruter de plus en plus de gens dans les Enverdeurs pour nous aider. C'est du bénévolat complet, on n'a rien à vendre, on est juste des citoyens préoccupés en fait, qui voulons un petit peu changer les choses modestement. Moi, j'ai apprécié beaucoup, oui. Je suis déjà sensibilisée à l'environnement, mais c'est le fun de voir en groupe. Il ressort des idées, il ressort des nouvelles choses. Il y avait aujourd'hui des gens de différentes municipalités. Fait que je pense qu'on va repartir chacun chez nous avec des petits devoirs à faire. C'est presque épeurant à dire, là, mais il est temps d'agir. Hein? Ça fait, dans le fond, 50 ans que les gens qui dirigent le savent qu'il faut arrêter de produire autant puis de consommer autant parce que notre planète n'est plus capable d'en prendre. Et on voudrait qu'il y ait des suites. À Lorrainville,
je vais la montrer. J'ai ma gourde, l'eau Rainville. Au conseil municipal, on a adopté la politique, la DUC, là, pour la déclaration d'urgence climatique. Au conseil, on n'utilise plus de bouteilles d'eau, on a des gourdes et on en donne à des membres de comités qui sont chez nous aussi. On a commencé à faire des choses, puis je pense qu'aujourd'hui, on était 2 conseillères de Lorrainville. On va continuer à faire des actions. Puis on espère que le monde va de plus en plus embarquer. Puis il me semble que c'est fait. Lorrainville, c'est une belle municipalité, dynamique, des belles activités. On va continuer. Une bonne prise de conscience par rapport à ce que, tu sais, on croit savoir des choses, mais quand on prend conscience de certaines choses, ça renforce en tout cas mes pensées que j'avais par rapport à mes orientations à l'âge où je suis rendu. Bien, de savoir que j'avais raison de penser que les actions que je pose au quotidien sont bien faites. Tu sais, je cultive avec mes abeilles, j'ai un auto électrique, j'ai une orientation j'ai isolé ma maison davantage. Inconsciemment, je fais des gestes qui s'orientent vers où on doit s'en aller. Là. Je suis vraiment content de ça. Là. Mais une chose est certaine, c'est que je continue de croire que c'est en poussant chez les jeunes qu'on va réussir à changer les choses. Puis on est en train de... Puis on est des acteurs en temps. On doit léguer quelque chose au suivant, puis le suivant doit le porter. Et si on ne fait rien, il ne se passera rien, ça c'est sûr. Bien, j'ai adoré parce que ça me permet vraiment encore de me regrandir sur le milieu. Vous savez, l'environnement, c'est une valeur qui nous est très chère, qu'on porte beaucoup à Québec solidaire. Donc, de voir comme ça qu'on est un dimanche après-midi au Témiscamingue, on est capable de rassembler 20-30 citoyens pour venir parler d'environnement, de lutte au changement climatique, d'actions à prendre. Pour moi, c'est très rassurant. Ça me dit vraiment qu'on est dans la bonne direction, qu'il y a des gens sur le terrain qui nous soutiennent, qui veulent que les politiciens prennent des actions. Donc, ça a vraiment été une super belle activité cet après-midi. Fait que les gens sont réellement préoccupés par la question environnementale. Nous, c'est un combat qu'on mène de manière quotidienne à Québec solidaire. À toutes les semaines, on challenge le gouvernement sur les décisions qu'il prend en regard de l'environnement. Et ce que je me rends compte, c'est que parfois, on se fait un peu traiter de calinours, de gens qui sont un peu déconnectés de la réalité. On est encore très, très axé dans un discours économique. Et là, avec les vidéos qu'on a vues, définitivement, ce sont les gens qui pensent qu'on a une croissance illimitée, qu'on peut continuer d'exploiter comme on exploite en ce moment, qui sont les gens qui sont farfelus, là, qui sont déconnectés de la réalité, qu'il faut qu'on prenne des actions maintenant parce que, comme on disait, les actions pour recadrer la situation, si on veut, soit on va les subir, soit on va choisir de les mettre en place. Et je pense qu'ici, aujourd'hui, on avait des gens qui ont envie de prendre la crise climatique au sérieux, de choisir de poser des actions. Il y a quelques pistes qui ont émergé aussi par rapport aux décideurs. Qu'est-ce que nos décideurs peuvent faire, tant au niveau municipal, provincial, fédéral? Ça, c'est toujours très pertinent pour moi d'entendre ce que les gens souhaitent. Donc, il y a des belles propositions qui ont été mises sur la table. Moi, j'ai besoin que les gens sachent que, oui, à Québec, je suis là pour défendre leurs intérêts, pour parler d'environnement, tout ça, mais que même sur le terrain, ici, local, ça me préoccupe et j'ai envie de savoir ce que ces gens-là ont à dire. J'étais beaucoup en mode écoute aujourd'hui, vraiment de laisser la parole, la réflexion aux citoyens, de les entendre, de les comprendre, de voir que finalement, on se rejoint quand même. Là. Moi, j'ai quand même la fibre environnementale assez serrée. J'étais impliquée aussi auprès des enverdeurs. Donc, ça me permet vraiment de valider que, dans le fond, la mission que je me donne à Québec, bien, pas tomber des nues, elle répond à des besoins de gens sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Une belle journée comme on a eu aujourd'hui, on se disait que les gens étaient peut-être plus intéressés à aller à la pêche sur la glace ou faire des sports d'hiver. Mais non, on est content. De toute façon, nous, les enverdeurs, ça fait 2 ans qu'on essaye de conscientiser les gens. C'est pas facile, c'est pas des choses qu'on veut entendre de toute façon, donc c'est pas facile d'être écouté. Mais je pense que l'actualité nous donne raison et de plus en plus. Et puis il y a un moment où on n'aura plus le choix en fait, c'est ça. On veut décider avant de ne plus avoir le choix en fait, c'est ça.